La lumière du soleil filtrait à travers les baies vitrées du penthouse, se reflétant sur les meubles au design italien et les œuvres d'art disséminées dans les 700 mètres carrés de l'appartement. Raphaël Mercier, âgé de seulement 10 ans, était assis au bord de son lit king size, entouré d'étagères remplies de figurines d'action de collection et d'affiches géantes de super-héros importés. Sa chambre ressemblait à un magasin de jouets de luxe avec des consoles de jeux vidéo dernier cri, des baskets en édition limitée, alignées comme des trophées et des vêtements de créateurs suspendus dans un dressing que beaucoup d'adultes envieraient. Ce lundi matin-là, le garçon regardait avec mépris le costume italien gris foncé que sa mère avait laissé sur la chaise rembourrée. Le tissu était fin et coûteux, mais inconfortable pour un garçon qui préférait passer la journée en sweats à capuche de marque hors de prix. Raphaël soupira d'agacement. Son père, Édouard Mercier, l'un des magnats de l'immobilier de Paris, avait insisté pour qu'il l'accompagne à une réunion importante. Il s'agissait d'impressionner des investisseurs et de montrer que la famille Mercier avait des successeurs à la hauteur de l'empire milliardaire. Le garçon enfila le costume avec des mouvements brusques, nouant sa cravate de travers et chaussant les souliers de cuir brillants qui lui serrèrent les pieds. Il se regarda dans le miroir et fronça le nez. Il détestait ces occasions formelles. Il détestait devoir sourire à des inconnus et feindre de l'intérêt pour des conversations sur des chiffres et des projets qui ne signifiaient rien pour lui. Mais il savait qu'il n'avait pas le choix. Dans la famille Mercier, les ordres du père étaient absolus. Raphaël sortit de sa chambre et traversa le vaste couloir du penthouse, ses pas résonnant sur le marbre poli. La décoration était impeccable et froide, avec des lustres en cristal suspendus au plafond haut et des tableaux abstraits qui coûtèrent des fortunes, mais qu'il n'avait jamais vraiment regardés attentivement. Cet endroit était plus un décor qu'un foyer. Sa mère, Patricia, était dans le salon consultant ses emails sur sa tablette tout en buvant un jus vert bio. Elle leva à peine les yeux quand son fils passa. En tournant le coin vers l'ascenseur principal, Raphaël rencontra Madame Marlène dans le couloir. La femme de 52 ans portait son uniforme bleu marine impeccablement propre, tenant un panier de produits de nettoyage dans une main et son sac à main usé dans l'autre. Ses cheveux gris étaient attachés en un chignon simple et il y avait une expression de fatigue discrète sur son visage, bien qu'elle gardât toujours un sourire doux sur les lèvres. « Bonjour, Raphaël, » dit Madame Marlène, sa voix douce et respectueuse. « Que vous êtes élégant aujourd'hui. Vous sortez avec votre père ?» Raphaël ne la regarda même pas. Il continua de marcher vers l'ascenseur, pressant le bouton avec impatience. « Mon père ne vous paie pas pour bavarder, » répondit-il froidement sans tourner la tête. « Il vous paie pour nettoyer. » Madame Marlène sentit un pincement au cœur, mais baissa la tête et ne répondit pas. Elle était déjà habituée à ce traitement. Elle travaillait chez la famille Mercier depuis presque 3 ans, et au fil du temps, elle avait appris à avaler les paroles dures, les regards de dédain et la sensation constante d'être invisible. Elle avait besoin de cet emploi. Elle avait 3 enfants à élever seule depuis que son mari était parti il y a 5 ans, la laissant veuve et avec des dettes qui semblaient des montagnes infranchissables. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent avec un son doux et électronique. Raphaël entra le premier, se plaçant dans un coin, les bras croisés et l'expression boudeuse. Madame Marlène hésita un instant, puis entra aussi, tenant son panier et sa gamelle cabossée. Elle se positionna dans le coin opposé, maintenant la distance respectueuse qu'elle gardait toujours des membres de la famille. L'ascenseur commença à descendre lentement du 32e étage. Le silence à l'intérieur de la cabine était pesant. Raphaël regardait l'affichage numérique qui indiquait les étages, comptant mentalement le temps qu'il restait avant que ce moment inconfortable ne se termine. Mais alors quelque chose en lui décida qu'il ne suffisait pas de l'ignorer. Il y avait un besoin de se sentir supérieur, de décharger sa frustration face à la journée qui l'attendait. Il se tourna vers Madame Marlène et l'examina d'un œil critique. « Quelle mauvaise odeur !» dit-il, en pinçant le nez de manière exagérée. « Ces produits de nettoyage sont dégoûtants. Vous n'avez pas honte de vous promener en sentant comme ça ?» Madame Marlène serra les lèvres, mais ne répondit pas. Elle savait que le moindre mot pourrait aggraver la situation. Raphaël, cependant, ne faisait que commencer. Il désigna la gamelle qu'elle tenait. « Qu'y a-t-il là-dedans ?»« Laissez-moi deviner. Du riz et des haricots? Peut-être un œuf dur si vous avez de la chance. »
Il rit cruellement. Moi, je vais déjeuner dans un restaurant japonais aujourd'hui. 200 € par personne, au minimum. Je parie que vous n'avez jamais mangé de sushi de votre vie. Madame Marlène sentit les larmes monter, mais se força à garder sa contenance. Elle pensa à ses enfants. Elle pensa à Lucas, son fils aîné de 22 ans, qui travaillait comme livreur pour une application pendant la journée et étudiait la comptabilité le soir. Elle pensa à Julia, 18 ans, qui rêvait d'être infirmière et se préparait au concours tout en faisant des petits boulots comme babysitter. Elle pensa à Pierrot, le Benjamin de 12 ans, qui dessinait sur de vieux cahiers et avait un talent naturel pour l'art qu'elle n'avait pas les moyens de cultiver correctement. Pour eux, elle supporterait n'importe quelle humiliation. « Et vos enfants ?» continua Raphaël, implacable. « Je parie qu'ils finiront comme vous, à nettoyer les maisons des autres, à travailler comme des esclaves. C'est le maximum que des gens comme vous peuvent accomplir. Pas d'études, pas d'avenir. » Madame Marlène prit une profonde inspiration et parla enfin, sa voix tremblante mais contrôlée. « Mes enfants sont des travailleurs honnêtes, Raphaël, et j'en suis très fier. » Fier, Raphaël eut un rire sec. « De quoi? D'être pauvre? Vous devriez plutôt remercier mon père de vous donner cet emploi. Si ce n'était pas pour lui, vous seriez dans la rue à mendier. » Les mots étaient comme des couteaux, et Madame Marlène les ressentit chacun. Mais elle ne répondit pas. Elle ferma juste les yeux un instant et pria en silence, demandant la force de continuer. L'ascenseur continuait de descendre, et elle comptait les secondes avant que cette torture ne se termine. Raphaël, satisfait de son petit spectacle de cruauté, se tourna à nouveau vers l'affichage. Il se sentait puissant, supérieur, comme s'il avait prouvé quelque chose d'important à lui-même. Il ne réalisait pas qu'il ne faisait que démontrer sa propre fragilité interne, son besoin désespéré de se sentir important, dans un monde où, malgré tout l'argent, il recevait rarement une attention sincère de ses parents. Soudain, alors que l'ascenseur se trouvait entre le 18e et le 17e étage, il y eut une violente secousse. Les lumières clignotèrent une fois, 2 fois, puis s'éteignirent complètement, ne laissant que la faible lumière d'urgence au plafond. L'ascenseur s'arrêta brusquement, faisant vaciller les 2 occupants. Raphaël s'agrippa à la barre d'appui, les yeux écarquillés par la peur. « Qu'est-ce que c'était » cria-t-il, sa voix montant d'une octave. « Pourquoi s'est-il arrêté » Madame Marlène, étonnamment, garda son calme. Elle avait déjà vécu suffisamment de situations difficiles dans sa vie pour savoir que la panique n'aidait jamais. Elle observa le panneau de l'ascenseur, remarquant que tous les boutons étaient éteints. « Il semble que l'ascenseur soit bloqué, dit-elle tranquillement. Mais ne vous inquiétez pas, ils vont nous sortir d'ici bientôt. » Bientôt, Raphaël tenta de prendre son téléphone portable de sa poche avec des mains tremblantes. « Je dois prévenir mon père. Il ne peut pas être en retard pour la réunion. » Mais quand il regarda l'écran de son smartphone, il vit qu'il n'y avait pas de signal. Aucune barre de connexion. Il tenta de composer plusieurs fois, mais rien ne fonctionnait. La panique commença à s'emparer de lui. « Pas de signal. Pas de signal, » répétait-il, sa voix de plus en plus aiguë et désespérée. « On va mourir ici dedans. »« Personne ne va mourir, » dit Madame Marlène avec fermeté. « Respirez profondément, Raphaël. L'immeuble a un système de sécurité. Quelqu'un a déjà dû remarquer que l'ascenseur s'était arrêté. » Mais Raphaël n'écoutait pas. Il commença à frapper la porte de l'ascenseur à coups de poing, criant à l'aide. Son visage était rouge et la sueur commençait à couler sur son front, tachant le col blanc de sa chemise coûteuse. Il donna un coup de pied dans la porte, se blessant le pied et criant de frustration et de peur. « Raphaël, vous devez vous calmer, » dit Madame Marlène, sa voix toujours tranquille malgré la situation. « Crier et se débattre ne fera que vous fatiguer davantage et gaspiller l'air. »« Que nous avons ici ?»« L'air ?» Raphaël s'arrêta soudainement, les yeux écarquillés. « On va manquer d'air? On va suffoquer ?»« Nous n'allons pas suffoquer, » répondit Madame Marlène patiemment. « Les ascenseurs ont une ventilation, mais plus vous vous agitez, plus vous avez chaud et plus vous êtes mal à l'aise. » Raphaël s'appuya contre la paroi métallique de l'ascenseur, glissant jusqu'à s'asseoir par terre. Son costume était froissé, sa cravate de travers et ses cheveux ébouriffés. Il semblait beaucoup plus petit et plus vulnérable qu'il y a quelques minutes à peine lorsqu'il se moquait de l'employé avec tant de cruauté. Les larmes commencèrent à couler sur son visage, et il les essuya avec colère, honteux de pleurer devant cette femme qui l'avait humilié.
Madame Marlène observa le garçon un instant, puis, avec précaution, s'assit aussi par terre, de l'autre côté de la petite cabine. Elle posa son panier de nettoyage à côté et ouvrit son sac en sortant une petite bouteille d'eau. « Il y a un peu d'eau ici, si vous voulez, » proposa-t-elle, lui tendant la bouteille. Raphaël regarda la bouteille, puis Madame Marlène. Un instant, son orgueil voulut refuser, mais sa gorge était sèche et la chaleur à l'intérieur de l'ascenseur augmentait. Il prit la bouteille avec des mains tremblantes et but quelques gorgées, la lui rendant ensuite. « Merci, » murmura-t-il, parvenant à peine à la regarder. « De rien ?» répondit Madame Marlène simplement, rangeant à nouveau la bouteille. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes. Raphaël pouvait entendre sa propre respiration et le léger bourdonnement du système d'urgence de l'ascenseur. La faible lumière créait des ombres étranges sur les murs, et il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il n'avait jamais rien expérimenté de tel. Dans sa vie protégée et contrôlée, il n'avait jamais été dans une situation où il ne pouvait pas simplement exiger une solution immédiate. Son argent, son nom de famille, son arrogance, rien de tout cela n'importait à l'intérieur. « Combien de temps pensez-vous que cela va prendre » demanda-t-il, sa voix plus petite et plus effrayée. « Je ne sais pas » répondit Madame Marlène honnêtement. « Cela peut être quelques minutes, cela peut être plus longtemps, mais ils vont nous sortir d'ici. Ayez foi. » « La foi » Raphaël répéta avec amertume. « Mon père dit toujours que la foi est pour les personnes faibles qui n'ont pas de contrôle sur leur propre vie. » Madame Marlène regarda le garçon avec une expression qui mêlait pitié et compréhension. « Et vous croyez cela » Raphaël réfléchit un instant, surpris par la question. « Je ne sais pas. Je n'y ai jamais vraiment réfléchi. » Madame Marlène acquiesça lentement. « J'ai beaucoup de foi, Raphaël. C'est ce qui me tient debout tous les jours. Quand je me lève à 4h30 du matin, quand je prends 3 bus pour arriver au travail, quand je rentre chez moi à 9h du soir et que je dois encore cuisiner, faire la lessive et aider mes enfants avec leurs devoirs. La foi me donne des forces quand mon corps réclame du repos. » Raphaël l'observa avec curiosité. C'était la première fois qu'il lui prêtait vraiment attention, non pas comme un objet de service, mais comme une personne avec une vie entière en dehors de cet appartement. « Vous faites tout ça tous les jours ?» demanda-t-il. « Tous les jours, sauf le dimanche, » répondit-elle avec un petit sourire fatigué. « Le dimanche, je vais à l'église le matin, et ensuite je passe la journée avec mes enfants. C'est mon jour préféré de la semaine. » Raphaël n'avait jamais considéré que les personnes qui travaillaient chez lui avaient leur propre vie, des familles, des routines, des rêves. Pour lui, elles apparaissaient simplement, faisaient leur travail et disparaissaient. Elles étaient comme des meubles qui bougeaient. « Comment sont vos enfants » demanda-t-il, se surprenant lui-même par l'intérêt sincère dans sa voix. Les yeux de Madame Marlène s'illuminèrent, et pour la première fois, Raphaël vit un véritable éclat de joie sur son visage. « Ah, mes enfants sont ma plus grande richesse », dit-elle, sa voix pleine de fierté. Lucas, l'aîné, a 22 ans. Il travaille comme livreur pendant la journée et étudie la comptabilité le soir. C'est un garçon si déterminé, Raphaël. Il ne dort que 5 heures, par nuit, mais ne se plaint jamais. Il veut nous offrir une vie meilleure. Et les autres, Julia a 18 ans, c'est ma rêveuse. Elle veut être infirmière. Elle prend soin de tout le monde, vous savez. Ça a toujours été comme ça depuis qu'elle est petite. Quand son petit frère tombait et s'écorchait le genou, c'était elle qui faisait le pansement, qui lui chantait pour qu'il arrête de pleurer. Elle étudie pour le concours et travaille comme baby-sitter le week-end pour aider aux dépenses. Madame Marlène fit une pause, et son sourire devint encore plus doux. Et il y a Pierrot, mon Benjamin de 12 ans. Ce garçon est né avec un crayon à la main, je le jure. Il dessine depuis qu'il a appris à tenir un crayon. Il fait des portraits, des paysages, des personnages qu'il invente. Il dessine sur n'importe quel papier qu'il trouve, de vieux cahiers, des brouillons, même sur les marges des livres scolaires. Je garde tous ces dessins dans une boîte sous mon lit. Raphaël écouta tout en silence, traitant chaque mot. Il pensa à ses propres parents. Quand était la dernière fois que sa mère avait parlé de lui avec tant d'affection? Quand était la dernière fois que son père avait montré qu'il le connaissait vraiment, au-delà d'être l'héritier de l'empire immobilier? Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il n'avait jamais ressenti ce genre d'amour inconditionnel qui émanait de la voix de Madame Marlène en parlant de ses enfants. « Vos parents ne parlent jamais de vous comme ça, n'est-ce pas ?» demanda Madame Marlène doucement,
comme si elle avait lu dans ses pensées. Raphaël sentit un nœud dans la gorge. « Mes parents sont toujours occupés, répondit-il, essayant de paraître indifférent mais échouant. Réunion, voyage, dîner, important. Ma mère passe la journée au spa ou avec ses amis. Mon père vit au bureau ou sur des chantiers. Ils n'ont pas le temps pour ces choses-là. Pour aimer son fils ? Demanda Madame Marlène gentiment. Cela ne devrait pas nécessiter de temps, Raphaël. L'amour n'est pas un rendez-vous sur un agenda. Raphaël ne répondit pas. Il n'avait jamais pensé à cela de cette façon. Il avait toujours supposé que c'était la vie normale des familles riches, que l'affection était remplacée par des cadeaux coûteux et des privilèges matériels. Mais maintenant, assis sur le sol sale d'un ascenseur, en panne, discutant avec une femme qu'il avait méprisée quelques minutes auparavant, il commençait à remettre en question tout ce qu'il avait toujours accepté comme vérité. « Avez-vous déjà eu faim ?» demanda-t-il soudainement, ses mots sortant avant qu'il ne puisse les filtrer. Madame Marlène ne fut pas offensée par la question directe. Elle acquiesça lentement. « Oui, j'ai déjà eu faim. Plusieurs fois. Quand mon mari est parti et que je me suis retrouvé seul avec 3 jeunes enfants, il y a eu des jours où nous n'avions que des biscuits à la maïzena à manger. Je divisais un paquet en 3 parts et je leur donnais, en disant que j'avais déjà déjeuné au travail. Mais je n'avais pas déjeuné, il n'y avait pas de travail à cette époque. Je vendais des bonbons au feu de signalisation, juste pour pouvoir acheter le strict nécessaire. » Raphaël sentit son estomac se nouer. Il pensa à toutes les fois où il avait gaspillé de la nourriture, repoussant son assiette encore pleine parce qu'il était lassé du goût. Il pensa aux fêtes chez lui, avec des tables remplies de plats gourmands qui étaient jetés après. « Comment avez-vous réussi à sortir de cette situation ?» demanda Raphaël, sincèrement intéressé maintenant. Madame Marlène soupira, se souvenant de ses jours difficiles. « Ce fut grâce à mes voisins, » dit-elle avec gratitude dans la voix. « Dans le quartier où j'habite, les gens s'entraident. Quand Madame Thérèse, ma voisine, a découvert que j'étais en difficulté, elle a commencé à m'apporter des gamelles. Elle disait qu'elle avait fait trop de nourriture, mais je savais qu'elle partageait le peu qu'elle avait avec nous. Monsieur Joseph, qui tient une petite épicerie au coin de la rue, me faisait crédit quand je n'avais pas d'argent et n'a jamais demandé d'intérêt. C'est ainsi que nous avons survécu jusqu'à ce que j'obtienne cet emploi avec votre famille. » Raphaël n'avait jamais imaginé que les gens modestes puissent s'entraider de cette façon. Dans son monde, tout avait un prix. Tout était transaction. L'idée que quelqu'un partage le peu qu'il avait sans rien attendre en retour lui semblait étrange et en même temps belle. « Et vous n'êtes pas resté en colère ?» demanda-t-il. « En colère contre la vie, contre Dieu, je ne sais pas, pour avoir traversé tout ça ?» Madame Marlène réfléchit attentivement avant de répondre. « Bien sûr que j'ai eu des moments de désespoir, Raphaël, des moments où j'ai beaucoup pleuré, tout remis en question, me suis senti lésé. Mais une colère constante ne fait que nous empoisonner de l'intérieur. J'ai choisi d'être reconnaissante pour ce que j'ai, et non amère pour ce que je n'ai pas. J'ai ma santé, mes enfants en bonne santé, un toit au-dessus de nos têtes et de la nourriture sur la table. Beaucoup de gens ont moins que cela. Mais vous travaillez tellement, protesta-t-il. Vous vous levez à l'aube, rentrez tard, gagnez peu. Ce n'est pas injuste? C'est difficile, je ne vais pas mentir. Mais ce n'est pas injuste parce que j'ai de la dignité dans mon travail. Je nettoie, j'organise, je prends soin. Il n'y a aucune honte à cela. La honte serait de voler, de tromper, de nuire aux autres pour réussir. Mon travail est honnête, et cela me donne la paix de la conscience. » Raphaël fut impressionné par la maturité et la sagesse de cette femme. Lui, âgé de seulement 10 ans et avec tous les privilèges du monde, n'avait jamais pensé à des concepts comme la dignité, l'honnêteté ou la paix de la conscience. Il avait toujours supposé que le succès se mesurait en argent et en pouvoir, et que n'importe quel moyen était justifiable pour atteindre ses fins. C'était ce qu'il voyait chez lui, c'était ce qu'il entendait dans les conversations des adultes autour de lui. « Mon père dit que dans le monde des affaires, il faut être fort. On ne peut avoir pitié de personne, » commenta-t-il, répétant des mots qu'il avait entendus 1000 fois. Il dit que montrer de la faiblesse, c'est perdre. Madame Marlène regarda directement le garçon dans les yeux. « Et vous pensez que la gentillesse est une faiblesse, Raphaël ?» Il ouvrit la bouche pour répondre affirmativement, mais les mots ne sortirent pas, parce qu'à ce moment-là, coincé dans un ascenseur,
La personne la plus calme et la plus forte n'était pas lui, le garçon riche et puissant. C'était elle, l'humble employée qu'il avait méprisée. « Vous avez peur de moi ?» demanda Madame Marlène doucement. « Non, » répondit Raphaël confus. « Pourquoi aurais-je peur ?»« Exactement. Vous n'avez pas peur de moi parce que vous savez que je ne vous ferai jamais de mal. Mais vous avez peur maintenant, peur de cette situation, peur de l'inconnu. Et qui vous garde calme? Qui vous a offert de l'eau? Qui est là pour vous tenir compagnie et vous empêcher de paniquer complètement? La gentillesse n'est pas une faiblesse, Raphaël. Souvent, c'est la plus grande force qui existe. » Raphaël sentit ses yeux picoter à nouveau, mais cette fois-ci, ce n'était pas de peur, c'était de honte. Il se rappela comment il avait traité cette femme quelques minutes auparavant, les mots cruels qu'il avait prononcés, la façon dont il l'avait fait se sentir inférieur. Et maintenant, elle était là, offrant réconfort et sagesse quand il en avait le plus besoin. « Je suis désolé, dit-il soudain, sa voix se brisant, pour ce que j'ai dit avant. J'ai été horrible avec vous. Je n'avais pas le droit de dire ces choses. » Madame Marlène eut un sourire triste. « Vous n'êtes qu'un enfant, Raphaël, un enfant qui apprend des exemples autour de lui. Mais vous avez encore le temps de choisir le genre de personne que vous voulez être. Comment ça? Vous pouvez choisir d'être comme votre père, axé uniquement sur l'argent et le pouvoir, traitant les gens comme des marches à gravir. Ou vous pouvez choisir d'être différent. Vous pouvez choisir de voir les gens, de vraiment les voir, et de les traiter avec respect et gentillesse. Ce choix vous appartient. » Raphaël y pensa. Pour la première fois de sa vie, quelqu'un lui disait qu'il avait le pouvoir de choisir qui il serait. Ses parents avaient toujours tracé son chemin. Il serait héritier, prendrait les rênes des affaires, continuerait l'héritage. Mais personne ne lui avait jamais demandé quel genre de personne il voulait être en dehors de cela. « Quelle est la vraie richesse ?» demanda-t-il soudainement, se souvenant de quelque chose qu'elle avait dit auparavant. Madame Marlène sourit, et c'était un sourire authentique, plein de paix. « La vraie richesse, Raphaël, c'est d'avoir la santé pour travailler et profiter de la vie. C'est d'avoir des gens qui vous aiment vraiment, non pas pour ce que vous avez, mais pour ce que vous êtes. C'est d'avoir une conscience claire et de pouvoir dormir en paix la nuit. C'est d'avoir foi en quelque chose de plus grand que soi-même. C'est d'avoir des souvenirs heureux, des rires partagés, des étreintes sincères. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas acheter celle-là. Mais l'argent aide, n'est-ce pas ?» argumenta Raphaël, toujours prisonnier de son ancienne vision du monde. « Bien sûr que ça aide, admit-elle. Ce serait mentir. De dire que cela ne faciliterait pas ma vie d'avoir plus d'argent. Je pourrais payer une meilleure école à Pierrot pour qu'il développe son talent en dessin. Je pourrais aider Julia à entrer dans une école privée d'infirmières. Je pourrais donner à Lucas l'occasion de travailler moins et d'étudier plus. Mais le manque d'argent ne m'a pas rendue moins heureuse ou moins complète en tant que personne. Il ne m'a pas empêché d'aimer mes enfants de toute ma force. Il ne m'a pas enlevé ma dignité. » Raphaël absorba chaque mot. Il pensa à son immense chambre, remplie de jouets coûteux qu'il touchait à peine. Il pensa aux vêtements de créateur qu'il portait une fois puis oubliait. Il pensa au dîner dans des restaurants où chaque plat coûtait plus que le salaire mensuel de Madame Marlène. Et puis il pensa à la solitude qu'il ressentait la nuit, quand la baby-sitter partait et que ses parents étaient trop occupés pour lui souhaiter bonne nuit. Il pensa à quel point il aspirait à une vraie conversation avec eux, quelque chose au-delà des questions sur les notes scolaires ou des réprimandes pour un comportement inapproprié. « Êtes-vous heureuse ?» demanda-t-il à Madame Marlène. Elle réfléchit longuement. « J'ai de la joie », répondit-elle finalement. « Le bonheur est un sentiment qui va et vient, comme des vagues, mais la joie est quelque chose de plus profond. C'est savoir que, malgré les difficultés, vous vivez une vie avec un but. J'ai un but. Mes enfants sont mon but. Alors oui, j'ai de la joie. » Raphaël envia cela à cet instant. Il envia la clarté, la certitude, le sens du but. Il avait tout et rien à la fois. Soudain, ils entendirent un son métallique venant d'en haut. Des voix étouffées résonnaient dans la cage d'ascenseur. Quelqu'un s'affairait à les sortir de là. Raphaël ressentit un mélange de soulagement et d'appréhension. Soulagement de quitter cet espace confiné et effrayant. Appréhension de retourner dans le monde réel où cette conversation honnête et transformatrice ne serait qu'un souvenir. « Il semble qu'ils vont nous sortir bientôt »,
dit Madame Marlène se levant et rajustant son uniforme. Raphaël se leva aussi, mais resta immobile, la regardant. « Madame Marlène, dit-il hésitant, je ne veux pas oublier ce que vous m'avez appris ici. Je ne veux pas redevenir cette personne horrible d'avant. Alors ne redevenez pas cette personne, dit-elle simplement. Le choix vous appartient, Raphaël. Il vous a toujours appartenu. » Les voix extérieures devinrent plus fortes et plus claires. Raphaël pouvait entendre des instructions données, des outils utilisés. Le son du métal raclant le métal résonnait dans l'étroite cabine. Après presque 2 heures passées à l'intérieur, la liberté était proche. Mais le garçon ne ressentait pas seulement du soulagement. Il ressentait aussi une étrange tristesse, comme si quelque chose de précieux était sur le point de se terminer. « Nous avons accès à la cabine », cria une voix masculine de l'extérieur. « Nous allons ouvrir les portes manuellement. Éloignez-vous de l'entrée. » Madame Marlène et Raphaël reculèrent de quelques pas. Puis, avec un grincement fort, les portes métalliques commencèrent à s'ouvrir lentement. La lumière du couloir du 17e étage inonda l'ascenseur, les faisant cligner des yeux tous les deux. Il y avait 3 hommes en uniforme des sapeurs-pompiers et 2 techniciens d'ascenseur, ainsi que l'administrateur de l'immeuble, M. Armand, un homme de 60 ans avec une moustache grisonnante et une expression préoccupée. « Grâce à Dieu, vous allez bien, » dit M. Armand, offrant sa main pour aider Madame Marlène à sortir. « Madame est blessée? Avez-vous besoin de soins médicaux? »« Je vais bien, merci, » répondit Madame Marlène, sortant de l'ascenseur, avec dignité malgré son uniforme froissé et sa fatigue visible. Le garçon va bien aussi. L'un des pompiers aida Raphaël à sortir. Le garçon posa le pied dans le couloir et ses genoux tremblèrent légèrement. Il était étourdi par l'adrénaline et la chaleur qu'il avait subie à l'intérieur. « Vous allez bien, mon garçon ?» demanda le pompier en l'examinant. « Voulez-vous vous asseoir un instant ?» Avant que Raphaël ne puisse répondre, il entendit la voix irritée de son père résonner dans le couloir. « Raphaël, où êtes-vous » Édouard Mercier apparut en tournant le coin, son costume impeccable, ses cheveux parfaitement lissés en arrière et une expression de pure impatience sur le visage. Il ne regarda même pas les pompiers ou Madame Marlène. Ses yeux allèrent directement vers son fils. « Vous savez le désordre que cela a causé? La réunion a déjà commencé. J'ai dû demander qu'il la reporte juste à cause de vous. » Raphaël sentit le poids familier de la déception paternelle, mais cette fois-ci, quelque chose était différent. Il regarda en arrière, vers Madame Marlène, qui était ignorée par tous comme si elle était invisible. La colère monta en lui non pas contre elle, mais contre cette injustice. « Père, nous sommes restés bloqués près de 2 heures. C'était effrayant. » Édouard fit un geste impatient de la main. « Vous allez bien, n'est-ce pas? Alors, allons-y. Nous devons y aller maintenant. » Il commença à tirer Raphaël par le bras, mais le garçon se dégagea. « Attends, père. » Raphaël se retourna et marcha vers Madame Marlène. Elle le regarda avec surprise quand il s'arrêta devant elle. Puis, devant toutes les personnes présentes, le garçon lui prit la main avec ses 2 petites mains. « Merci, dit-il, sa voix claire et sincère, pour tout, pour m'avoir gardé calme, pour avoir partagé votre eau, pour avoir parlé avec moi. Vous êtes une personne spéciale, Madame Marlène, une personne très spéciale. » Les yeux de la femme se remplirent de larmes. Elle serra légèrement les mains du garçon. « Allez avec Dieu, Raphaël, et souvenez-vous de ce dont nous avons parlé. » Monsieur Armand, les pompiers et les techniciens observèrent la scène avec des expressions surprises. Il n'était pas courant de voir quelqu'un de la famille Mercier traiter les employés avec un tel respect et une telle affection. « Raphaël maintenant. » La voix d'Édouard coupa le moment. « Nous n'avons pas le temps pour ça. » Raphaël lâcha les mains de Madame Marlène avec réticence et retourna près de son père. Édouard ne regarda même pas l'employé. Il se retourna simplement et commença à marcher rapidement vers l'ascenseur de service qui fonctionnait toujours. Raphaël regarda en arrière une dernière fois, voyant Madame Marlène lui faire un signe discret. Il lui rendit son signe avant d'être tiré par son père. Dans la voiture en route pour la réunion, Édouard conduisait d'une main sur le volant et l'autre sur son téléphone portable, passant des appels et donnant des ordres. Raphaël était assis sur le siège arrière, regardant par la fenêtre sans vraiment rien voir. Son esprit était encore dans l'ascenseur, repassant chaque mot de la conversation avec Madame Marlène. « Vous avez une apparence épouvantable, » commenta Édouard, regardant dans le rétroviseur. « Costume froissé, cheveux en désordre. Que vont penser les investisseurs ?»« Père, dit Raphaël hésitant,
Puis-je vous demander quelque chose? Vite. Je suis occupé. Pourquoi ne me parlez-vous jamais vraiment? Édouard fronça les sourcils, retirant ses yeux de la route un instant pour regarder son fils dans le rétroviseur. De quoi parlez-vous? Je vous parle. Non, vous ne me parlez pas. Vous donnez des ordres. Vous posez des questions sur mes notes. Vous vous plaignez quand je fais quelque chose de mal. Mais vous ne me demandez jamais comment je vais, ce que je pense, ce que je ressens. Édouard laissa échapper un soupir impatient. Raphaël, je n'ai pas le temps pour la philosophie enfantine maintenant. Vous avez tout ce qu'un enfant peut désirer. Une immense maison, des jouets coûteux, une école privée d'élite. Que voulez-vous de plus? Que vous me connaissiez, répondit Raphaël, sa voix petite. Comme Madame Marlène connaît ses enfants. Madame Marlène, répéta Édouard avec dédain. L'employée, elle a eu trop de temps libre dans l'ascenseur pour vous remplir la tête de bêtises sentimentales. Ce n'étaient pas des bêtises, protesta Raphaël, sentant le courage grandir en lui. Elle m'a appris des choses importantes, des choses que vous ne m'avez jamais apprises. Édouard stationna brusquement devant l'immeuble de bureau où devait avoir lieu la réunion. Il coupa le moteur et se tourna complètement pour faire face à son fils. « Écoutez bien, Raphaël, je vous enseigne ce qui compte dans le monde réel. Les affaires, l'argent, le pouvoir, ces conversations sur les sentiments et la gentillesse sont belles en théorie, mais elles ne paient pas les factures, elles ne construisent pas d'empire. Vous devez comprendre cela maintenant si vous voulez réussir un jour. Et si je ne veux pas réussir à votre manière ?» demanda Raphaël, se surprenant lui-même par son audace. Édouard resta silencieux un instant, étudiant son fils avec des yeux froids. « Alors vous serez un raté, dit-il simplement, et les ratés n'ont pas leur place dans la famille Mercier. Maintenant, arrangez ce costume et venez. Nous avons une réunion. » Il sortit de la voiture et claqua la porte avec force. Raphaël resta assis quelques secondes de plus, ressentant le poids de ses mots. Mais il se souvint alors du sourire de Madame Marlène en parlant de ses enfants, de la joie dans sa voix malgré toutes les difficultés. Il se souvint qu'elle avait dit que le choix lui appartenait. La réunion eut lieu dans une salle de conférence au 40e étage, avec une vue panoramique sur tout Paris. Il y avait une longue table en bois poli entourée de cadres en costumes coûteux, tous regardant des présentations sur un écran géant. Raphaël fut placé sur une chaise dans un coin, où il devait rester tranquille et observer comment son père faisait des affaires. La réunion portait sur un nouveau projet immobilier. Édouard présentait des diapositives montrant un terrain dans l'est de la ville, actuellement occupé par une communauté de 20 familles. Le projet était de construire une résidence de luxe à cet endroit. L'emplacement est parfait, expliquait Édouard montrant la carte, proche du métro, avec une infrastructure en développement rapide. Le retour sur investissement sera d'au moins 300% en 3 ans. « Et les familles qui y vivent ?» demanda l'un des investisseurs. « Comment se fera l'expulsion ?» Édouard sourit avec confiance. « Nous avons déjà tout en place. Nous offrirons une indemnisation minimale, juste ce qui est légalement requis. La plupart accepteront sans problème. Ceux qui résisteront, eh bien, nous avons des avocats compétents pour gérer cela. » Raphaël, qui était distrait à regarder par la fenêtre, prêta soudain attention. 20 familles, des gens avec des maisons, des vies, des histoires. Il pensa à Madame Marlène et à ses enfants, à quel point il serait dévastateur de perdre l'endroit où ils vivaient. « Et où iront ces familles ?» demanda Raphaël à haute voix, interrompant la réunion. Tous les cadres se tournèrent pour regarder le garçon. Édouard ferma brièvement les yeux, irrité. « Raphaël, cela ne vous regarde pas, mais vous avez dit que ce sont 20 familles, elles vont perdre leur maison. Où iront-elles ?» L'un des investisseurs rit doucement. Le garçon a le cœur tendre. « C'est mignon. » Édouard força un sourire. « Raphaël, vous devez comprendre que c'est du business. Ces personnes recevront une compensation financière. Ce qu'elles feront après est leur problème. »« Mais c'est injuste, » insista Raphaël, sa voix devenant plus forte. « Vous allez leur prendre leur maison juste pour construire des appartements chers qu'elles ne pourront jamais acheter. » La salle devint silencieuse. Édouard était rouge de colère contenue, mais gardait son sang-froid devant les investisseurs. « Nous en parlerons à la maison, dit-il entre ses dents. Maintenant, messieurs, continuons la présentation. » Mais Raphaël ne pouvait plus rester silencieux. Quelque chose en lui avait changé dans cet ascenseur. Il vit le visage de Madame Marlène dans chacune de ces 20 familles anonymes. «
Mon père m'a toujours dit que les affaires ne sont pas de la charité, dit Raphaël, se levant de sa chaise. Mais où est l'humanité? Où est le respect pour les gens? Raphaël, asseyez-vous maintenant, ordonna Édouard, sa voix dure. Non, je ne vais pas rester silencieux pendant que vous détruisez la vie de 20 familles sans même y penser à 2 fois. Édouard se leva, s'excusa auprès des investisseurs et saisit fermement le bras de Raphaël, le traînant hors de la salle de réunion. Dans le couloir vide, il s'agenouilla et regarda son fils dans les yeux avec fureur. « Qu'est-ce qui vous a pris, bon sang? Vous m'avez fait honte devant des clients importants. »« Moi, j'ai eu honte ?» rétorqua Raphaël, ses propres larmes de frustration commençant à couler. « C'est vous qui devriez avoir honte. Enlevez leur maison aux gens comme s'ils n'étaient rien. »« Elles ne sont rien, » cria Édouard. « Ce sont des obstacles au progrès. C'est comme ça que le monde fonctionne. Alors le monde a tort, » cria Raphaël en retour. « Et vous aussi. » Édouard était sur le point de répondre quand son téléphone portable sonna. Il répondit brusquement, écouta quelques secondes, puis raccrocha, passant la main sur son visage avec frustration. « Je dois retourner à la réunion. Vous rentrez à la maison avec le chauffeur, et nous aurons une discussion sérieuse quand j'arriverai. » Raphaël fut ramené au Pentouz par le chauffeur de la famille, un homme silencieux qui ne posa aucune question sur le visage rouge et gonflé du garçon. Quand il arriva chez lui, sa mère n'était même pas là. Un message sur le réfrigérateur disait qu'elle était allée à un déjeuner caritatif et reviendrait le soir. L'appartement était vide et silencieux. Raphaël alla directement dans sa chambre et se jeta sur le lit, portant toujours le costume froissé. Il pensa à tout ce qui s'était passé en ce jour impossible. Il se sentit confus, frustré et seul. Le lendemain, Raphaël se leva tôt pour la première fois depuis des années. Normalement, il dormait tard, étant réveillé par la baby-sitter quand il était déjà en retard pour l'école. Mais ce matin-là, à 6 heures, il était debout, habillé et dans la cuisine. Quand Madame Marlène arriva à 7 heures, elle fut surprise de trouver le garçon là, manipulant maladroitement une cafetière. « Raphaël, que faites-vous debout si tôt ?» Il se retourna et elle vit de la détermination dans ses yeux. « Je voulais vous parler avant que mes parents ne se réveillent. » Madame Marlène posa ses affaires de côté et s'approcha avec précaution. « À propos de quoi ?» Raphaël tira une chaise pour qu'elle s'asseye, puis s'assit aussi, posant une enveloppe blanche sur la table. « Hier, après être sorti de l'ascenseur, je suis allé à une réunion avec mon père. Ils vont expulser 20 familles de leur maison pour construire un immeuble de luxe. Et personne ne s'en soucie. Personne ne demande où ces gens vont s'ils ont les moyens de recommencer. C'est comme s'ils étaient invisibles. » Madame Marlène écouta en silence, le cœur serré. « Je ne peux pas changer ce que mon père fait, pas encore, » continua Raphaël, « mais je peux faire quelque chose. Mon argent de poche mensuel est de 5 000 €. Je le dépense pour des choses dont je n'ai même pas besoin. Des images de joueurs, des baskets que je porte une fois, des jeux qui m'ennuient en une semaine. » Il poussa l'enveloppe vers elle. « Ici, il y a 2 500 €. C'est la moitié de mon argent de poche de ce mois-ci. Je veux que vous l'utilisiez pour vos enfants. Pour l'école de Pierrot, pour les études de Julia, pour aider Lucas, pour tout ce dont vous aurez besoin. » Madame Marlène regarda l'enveloppe comme si elle allait lui brûler les mains. « Raphaël, je ne peux pas accepter cela. Vos parents vont être furieux contre moi. Ils vont penser que je vous ai manipulé. Non, ils ne le sauront pas. Cet argent est à moi. Ils me le donnent et j'en fais ce que je veux. Et je choisis de faire ça. Mais Raphaël, s'il vous plaît, il l'interrompit, sa voix suppliante. Vous m'avez appris que la vraie richesse n'est pas l'argent. Mais l'argent peut aider. Il peut donner des opportunités. Et je veux donner cette opportunité à votre famille. En guise de remerciement pour tout ce que vous m'avez appris dans cet ascenseur. » Madame Marlène sentit les larmes couler sur son visage. Elle regarda ce garçon de 10 ans, qui la veille encore était arrogant et cruel, et vit une transformation authentique. Elle vit de la compassion, de la générosité et du courage. « Si vos parents le découvrent et se fâchent, je rendrai l'argent. »« D'accord » négocia Raphaël. Madame Marlène hésita, mais prit alors l'enveloppe avec des mains tremblantes. « Merci, Raphaël. Vous ne savez pas à quel point cela va aider. Ma Julia a besoin de matériel pour ses cours de préparation et Pierrot a besoin de nouveaux cahiers pour ses dessins. Alors utilisez-le, dit-il, souriant pour la première fois depuis des jours. Et ne vous inquiétez pas, tout ira bien. » Au cours des 3 mois suivants, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Raphaël changea complètement.
À l'école, il arrêta de se moquer de ses camarades moins privilégiés et commença à les défendre contre les brutes. Il arrêta de gaspiller de la nourriture au déjeuner et se mit à manger tout ce qui lui était servi. Il traitait tous les employés de la maison avec respect, demandant leur nom, comment ils allaient, s'intéressant sincèrement à leur vie. Chaque mois, il donnait la moitié de son argent de poche à Madame Marlène, toujours tôt le matin, avant que quiconque ne se réveille. Avec cet argent, la vie de sa famille s'améliora visiblement. Julia réussit à acheter les livres pour ses cours de préparation. Pierrot reçut du matériel d'art adéquat et commença à créer des dessins encore plus impressionnants. Lucas put réduire ses heures de livraison et se consacrer davantage à ses études. Mais les secrets, aussi bonnes que soient les intentions, finissent par être découverts. C'était un mardi matin quand tout s'effondra. Édouard était dans la cuisine exceptionnellement tôt, prenant un café avant une importante visioconférence. Madame Marlène n'était pas encore arrivée, mais Raphaël était là comme tous les matins des 3 derniers mois, attendant de la rencontrer. « Que faites-vous debout si tôt ?» demanda Édouard, surpris de voir son fils à 6h30 du matin. « Je me suis juste levé tôt », répondit Raphaël, essayant de paraître désinvolte. Édouard prit sa tasse de café et était sur le point de partir quand il remarqua quelque chose sur la table de la cuisine. C'était l'une des enveloppes que Raphaël utilisait, avec le nom de Madame Marlène écrit à la main. L'enveloppe était à moitié ouverte, et il pouvait voir des billets à l'intérieur. « Qu'est-ce que c'est ?» Édouard prit l'enveloppe avant que Raphaël ne puisse réagir. « Rien, père. C'est à moi. » Édouard ouvrit complètement l'enveloppe et compta l'argent. 2500 €. D'où tenez-vous cela? C'est mon argent de poche. Je peux en faire ce que je veux. Édouard regarda le nom écrit sur l'enveloppe, puis son fils, et son visage devint rouge de colère. « Vous donnez votre argent à l'employé? Ce n'est pas ça, père. Alors comment ça se passe? Elle a demandé? Elle vous a fait chanter? Elle vous a fait de la peine? » « Non. » Raphaël se leva de sa chaise. « C'était mon idée. Elle ne voulait même pas accepter. » À ce moment-là, la porte de la cuisine s'ouvrit et Madame Marlène entra, son sac sur l'épaule et une expression joyeuse sur le visage qui mourut instantanément en voyant la scène. « Monsieur Mercier, dit-elle, sa voix tremblante. » Édouard se tourna vers elle avec fureur. « Depuis combien de temps cela dure-t-il? Combien d'argent avez-vous déjà pris à mon fils? »« Je n'ai rien pris, monsieur, » protesta-t-elle, les mains tremblantes. « C'est Raphaël qui a insisté. J'ai essayé de refuser plusieurs fois, bien sûr que vous avez essayé. Mais vous avez continué d'accepter, n'est-ce pas? Combien avez-vous déjà pris? 5 000, 10 000. Père, arrêtez, cria Raphaël, courant pour se placer entre eux. Elle n'est pas la méchante ici. Vous ne comprenez rien, Raphaël. Elle profite de vous. Non, les larmes commencèrent à couler sur le visage du garçon. Elle m'a sauvé. Quand nous sommes restés bloqués dans l'ascenseur, elle m'a appris des choses que vous ne m'avez jamais apprises. Elle m'a montré ce que c'est d'être une vraie personne. Édouard resta paralysé un instant, puis laissa échapper un rire amer. « Alors c'est ça? 2 heures coincée dans un ascenseur avec vous, et elle est devenue votre héroïne. Et moi, qui travaille tous les jours pour tout vous donner, je suis le méchant. Vous me donnez tout sauf de l'attention, rétorqua Raphaël, sa voix se brisant. Vous me donnez de l'argent, des jouets, des vêtements chers. Mais vous ne me connaissez pas. Vous ne savez même pas quelle est ma couleur préférée, quel est mon plat. Préférez ce que j'aime faire. Madame Marlène connaît ses enfants. Elle connaît leurs rêves, leurs difficultés, leurs joies. Elle les aime vraiment. » Édouard ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Il regarda son fils comme s'il le voyait pour la première fois. « Vous êtes renvoyé, dit-il à Madame Marlène, sa voix contrôlée mais froide. Vous pouvez prendre vos affaires et partir. Je vous paierai le mois complet, mais je ne veux plus de vous ici. »« Non !» Raphaël courut et retint le bras de son père. « Vous ne pouvez pas la renvoyer. Elle n'a rien fait de mal. »« Elle vous a manipulé, insista Édouard, mais sa voix était moins ferme. « Elle n'a manipulé personne. » Raphaël sanglotait maintenant. « C'est la personne la plus honnête que je connaisse. Elle a essayé de refuser l'argent plusieurs fois. Elle travaille dur, se lève à l'aube, prend 3 bus pour venir ici, et tout ça pour élever 3 enfants seuls. Elle est forte, elle est digne, elle est bonne, tout ce que vous dites qui n'importe pas, mais qui importe si. » Édouard regarda Madame Marlène qui était immobile en silence, les larmes coulant sur son visage. « Pourquoi avez-vous accepté l'argent?
demanda-t-il, sa voix plus basse. Madame Marlène prit une profonde inspiration avant de répondre. Parce que j'ai vu que c'était important pour lui, monsieur Mercier. Non pas pour l'argent en soi, bien que Dieu sait combien il a aidé ma famille, mais parce qu'il avait besoin de sentir qu'il pouvait faire une différence dans la vie de quelqu'un. Il avait besoin de sentir qu'il avait un but au-delà d'être un riche héritier. J'ai accepté parce que c'était sa façon d'exercer la gentillesse qui existe en lui, et je ne voulais pas tuer cela. Édouard resta silencieux, traitant ces mots. Il regarda son fils, le regarda vraiment, et vit quelque chose qu'il avait négligé pendant des années. Il vit un garçon qui était désespéré de connexion réelle, de sens, d'amour qui ne venait pas avec des conditions et des attentes. Lentement, Édouard tira une chaise et s'assit. Il fit un signe à Madame Marlène et Raphaël pour qu'ils s'asseyent aussi. Ils obéirent, hésitants. « Racontez-moi, » dit Édouard, regardant Madame Marlène. « Racontez-moi ce qui s'est passé dans cet ascenseur. » Et Madame Marlène raconta. Elle raconta les mots cruels que Raphaël avait prononcés. Initialement, comment il était entré en panique quand ils étaient restés bloqués, les conversations qu'ils avaient eues. Elle parla de ses enfants, de leurs difficultés, de leur joie. Elle parla de la façon dont elle avait vu le garçon se transformer sous ses yeux, passant d'arrogant à humble, de cruel à compatissant. Raphaël écouta tout en silence, parfois honteux en se souvenant de ses paroles initiales, parfois fier en se rappelant comment il avait changé. Quand elle eut terminé, Édouard resta silencieux pendant un long moment. Puis il regarda son fils. « Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de cela ?» Raphaël haussa les épaules, parce que je savais que vous alliez dire que c'était une bêtise, que les sentiments n'importent pas, que les affaires sont les affaires et que les gens ne sont que des chiffres. Édouard sentit comme s'il avait reçu un coup de poing dans l'estomac. C'était exactement ce qu'il disait toujours, les mots qu'il répétait comme un mantra. Mais en les entendant de la bouche de son fils, ils sonnèrent creux et cruels. « Je vous élève pour être fort, dit-il, mais sa voix était incertaine. « Vous m'élevez pour être vide, répondit Raphaël avec une honnêteté brutale. Comme vous. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Édouard regarda ses mains, puis l'enveloppe d'argent encore sur la table, puis Madame Marlène et finalement Raphaël. « Je ne sais pas quand je suis devenu cet homme, dit-il finalement, sa voix basse. Mon propre père était comme ça, froid, distant, concentré uniquement sur les affaires, et j'avais juré que je serais différent. Mais je me regarde maintenant et je le vois. Vous pouvez changer, dit Raphaël doucement. Il n'est pas trop tard. Édouard regarda Madame Marlène. Désolé, dit-il, et il y avait une sincérité authentique dans sa voix. Désolé de vous avoir traité comme invisible, de n'avoir jamais demandé votre nom pendant les 6 premiers mois où vous avez travaillé ici, de n'avoir pas remarqué votre caractère, votre force, votre dignité. Vous n'êtes pas renvoyé. En fait, vous méritez une augmentation significative. Madame Marlène cligna des yeux, surprise, sans pouvoir croire ce qu'elle entendait. Et vous, Édouard se tourna vers Raphaël, vous pouvez continuer vos dons, mais à une condition. Laquelle ? Demanda Raphaël, suspicieux. Que je puisse participer aussi, que vous m'enseigniez comment être généreux, comment être humain, comment être un vrai père. Raphaël sentit une vague d'émotion l'envahir. Il se leva de sa chaise et serra son père dans ses bras, quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis des années. Édouard resta rigide un instant, mais ses bras entourèrent alors son fils, et il le serra fort en retour. Madame Marlène observait la scène, les larmes aux yeux, le cœur débordant de gratitude. Elle était allée travailler ce matin-là, s'attendant à un jour ordinaire, et assistait maintenant à une transformation qui semblait impossible. « Je ne sais pas si je peux changer complètement, dit Édouard, tenant toujours son fils. Mais je veux essayer, pour vous. C'est un début, dit Raphaël, souriant, à travers ses larmes. Édouard lâcha son fils et fit alors quelque chose qui surprit tout le monde. Il se leva et tendit la main à Madame Marlène, non pas de manière condescendante, mais avec un respect sincère. « Merci, dit-il, pour avoir sauvé mon fils, pour m'avoir montré ce que je perdais. » Madame Marlène lui serra la main, sentant la fermeté de la poignée et la sincérité derrière elle. Ce matin-là, les barrières qui séparaient employeurs et employés, riches et pauvres, commencèrent à se dissoudre.
Elles ne disparurent pas complètement, car la réalité sociale était toujours là. Mais quelque chose de fondamental avait changé. Il y avait une reconnaissance mutuelle d'humanité, de dignité, de valeurs intrinsèques qui n'avaient rien à voir avec l'argent ou la position. 3 mois plus tard, Raphaël était dans la chambre de Pierrot pour la première fois. Madame Marlène l'avait invité à visiter sa maison et sa famille, et Édouard, étonnamment, avait permis et même encouragé cela. La maison était simple, avec seulement 3 petites pièces, dans un quartier modeste du sud de Paris. Mais elle était propre, organisée et pleine d'amour. Pierrot montrait ses dessins à Raphaël avec fierté, des feuilles et des feuilles d'art incroyables créées avec les matériaux que l'argent des dons avait achetés. Julia parlait avec enthousiasme de son admission au cours de préparation en soins infirmiers. Lucas remercia personnellement Raphaël pour l'aide qui lui avait permis de réduire ses heures de travail et d'améliorer ses notes à l'université. Raphaël regarda autour de cette petite maison et ressentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti dans son penthouse de 700 mètres carrés. Il ressentit de la chaleur humaine, il ressentit un sentiment d'appartenance, il ressentit un amour réel et non conditionné par des attentes ou des performances. Cet ascenseur, qui s'était arrêté entre les étages, n'était pas une panne. C'était un cadeau. Ce fut le moment où un garçon arrogant apprit à voir au-delà de lui-même, et une femme humble montra que la véritable éducation ne vient pas des écoles chères, mais du caractère et de l'expérience de vie. Et tandis que Raphaël rentrait chez lui ce soir-là, il leva les yeux vers le ciel de Paris et sourit. Parce qu'il comprit que peu importe la hauteur à laquelle un ascenseur monte, c'est le caractère qui définit la véritable grandeur d'une personne. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que l'histoire de Raphaël et Madame Marlène a touché vos cœurs. Parfois, ce sont les moments les plus inattendus qui nous enseignent les leçons les plus précieuses sur l'humanité, la compassion et le vrai sens de la richesse. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un like sur cette vidéo. Chaque jour, nous vous apportons des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie et nous rappellent ce qui compte vraiment. Partagez dans les commentaires ce que cette histoire vous a fait ressentir ou racontez-nous un moment transformateur de votre propre vie. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous avons hâte de lire vos réflexions.